Salut jeune confiné, c'est Monsieur Blanchard qui te parle depuis son confinement. Alors une nouvelle vidéo pour garder le lien. On va faire de l'histoire dans quelques minutes, mais tu vois ce qui s'affiche? Je suis élève de troisième. Je voudrais faire juste un petit point en quelques minutes sur les annonces du ministre de l'Éducation récentes pour ce qui concerne ton brevet et puis la fin de l'année. Alors, comment seront évalués les élèves? Tiens, d'ailleurs, je fais une parenthèse, j'invite tes parents aussi à écouter au moins cette partie de la vidéo, parce que j'imagine que ça les concerne aussi. Alors, tu vas être évalué sur la base de ton livret scolaire. Je rappelle d'abord que ce livret scolaire, il représente déjà la moitié de la note finale du brevet. Voilà, donc cette fois-ci, ce ne sera pas 50, mais ce sera 100% de l'évaluation qui se fera à partir de ce livret. Les notes du troisième trimestre compteront-elles dans le livret? Eh bien, pour l'instant, c'est difficile de répondre, hein. Si la réouverture du collège le permet, le conseil de classe tiendra compte des résultats des évaluations qui seront passées par les élèves pendant cette période de réouverture de l'établissement. Et puis, si par hasard les cours ne reprennent pas, il n'y aura pas forcément pas de notes pour le troisième trimestre. Les évaluations passées pendant le confinement compteront-elles? J'ai un petit peu répondu dans la réponse précédente. Non, en fait, ça ne comptera pas pour l'obtention du diplôme. Le but, c'est de ne pas créer des inégalités entre les élèves selon les situations qu'ils rencontrent chez eux. Les candidats devront-ils passer un oral? Eh bien, non. Voilà, puisqu'on a considéré que cette épreuve orale, ça porte sur une soutenance d'un projet qui s'inscrit sur le temps, quoi. Et puis le fait que le collège soit fermé pendant une longue période, ça vous met en difficulté. Voilà, donc cette épreuve est purement et simplement annulée. Dernière petite question, peut-être comme ça, est-ce que tu pourras avoir accès à ton livret scolaire pour connaître les appréciations des professeurs? Eh bien oui, une fois que le livret aura été fait après le conseil de classe du mois de juin, parce que de toute façon, même si le collège reste fermé, il y aura un conseil de classe à la fin du mois de juin, à distance peut-être, eh bien pendant quelques jours, tu auras accès, ainsi que tes parents, à prendre connaissance de ce livret scolaire et puis éventuellement d'échanger, si nécessaire, avec le chef d'établissement. Alors, dernière petite question, qui délivrera le diplôme? Eh bien, comme d'habitude, le diplôme, il sera délivré par le jury académique du diplôme national du brevet, et ce jury se prononce déjà aujourd'hui sur le fondement du livret de l'élève et des notes obtenues aux épreuves de juin. Donc là, exceptionnellement, le jury se fondera uniquement sur le livret de l'élève. Voilà, bon, je pense avoir répondu aux principales questions qui se posent en ce moment, en tout cas apporter les éléments de réponse qu'on peut apporter aujourd'hui, mais tu l'as bien compris, hein, la situation évolue de jour en jour, tout le monde navigue à vue, et on essaie de s'adapter. Voilà, allez, et puis s'adapter, c'est aussi de temps en temps se vider la tête, penser à autre chose, et je te propose tout de suite de faire un petit peu d'histoire pour te changer les idées et puis t'évader. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre sur la guerre froide. On va le terminer aujourd'hui, justement, on va évoquer la fin de la guerre froide. Et tu vois, je commence tout de suite avec cette image qui date de novembre. Hop là, attends, excuse-moi, j'arrive tout de suite avec mon petit pinceau. Voilà, on est là, avec du noir au mois de novembre 1989. Je suppose que tu as reconnu, hein, on est à Berlin-Est, ce sont des Allemands qu'on voit et qui sont en train, de manière massive, populaire, après des jours de manifestation, de détruire ce fameux mur de Berlin qui a symbolisé pendant tant d'années la coupure, non seulement de la ville de Berlin, mais aussi de l'Europe et puis au final du monde, entre ces deux grandes idéologies que sont donc le communisme porté par l'URSS et le libéralisme, le capitalisme et la démocratie que représente l'autre grande puissance, les États-Unis. Voilà. Alors, ce mur de Berlin, il appartient à l'histoire. Pour toi, ce n'est que de l'histoire, mais je l'ai déjà dit en cours, rappelle-toi à quel point les gens qui ont vécu l'effondrement de ce mur, l'ont vraiment vécu comme un événement historique majeur. Ça occupait toutes les conversations. Je te l'ai déjà dit, demande à tes parents, à tes grands-parents. Ils se souviennent très certainement du moment où ils ont appris la destruction de ce mur, parce que ça mettait fin à un ordre qui durait depuis près d'un demi-siècle et qui a failli mener le monde
à sa destruction. Donc tu vois, hein, c'est toujours l'occasion de rappeler, pour toi tout ça c'est de l'histoire, c'est du passé, mais ça a été des choses qui ont été très présentes dans l'esprit des gens, il n'y a pas si longtemps que ça, véritablement ça organisait le monde. Voilà, donc on va essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe pour que, enfin, autour des années 89, 90, 91, cette guerre froide s'arrête. Alors, tout de suite, il faut parler d'un monsieur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce monsieur, le voici. Il s'agit de Mikhail Gorbatchev. Tiens, je vais écrire son nom sur son crâne. C'est Gorbatchev. Alors, Gorbatchev, c'est du russe, hein, ça s'écrit avec un E. Alors, je l'écris sur son crâne et cette tache de vin hein, qui fait partie de son image. Alors, ce monsieur, en 1985, va devenir le nouveau dirigeant de l'URSS. Voilà. Et dès sa prise de pouvoir, Mikhail Gorbatchev va se distinguer de ses prédécesseurs parce qu'il a la volonté de moderniser l'URSS et surtout de la sortir d'une crise économique dans laquelle le pays s'enfonce de plus en plus depuis quelques années. Donc, le pays est en crise, appauvri et pour autant dépense presque 20% de toute sa richesse pour son programme d'armes nucléaires. Et donc, c'est une situation qui devient intenable. Et la première chose que fait Mikhail Gorbatchev, c'est qu'il va prendre contact avec le président américain pour lui proposer des négociations et réduire le nombre d'armes atomiques. Le président américain de l'époque, tu le vois sur cette image, hein, il est dessiné à la couverture d'un magazine d'information américain. Il s'agit de Ronald Reagan. Voilà, je vais écrire son... Hop là. Attends, je vais aussi écrire son nom ici. Voilà, donc Ronald Reagan. Je l'écris en rouge, j'espère que tu arrives à le lire. Et donc, justement, sur cette couverture, on le voit avec derrière lui, tu vois, une espèce de bataille des étoiles, parce que Reagan avait lancé quelques années avant, en 1985, un grand programme de défense très ambitieux, et l'URSS n'avait pas pu suivre. C'est ce qui explique aussi ses difficultés économiques. Et donc, Reagan et Gorbatchev vont se rencontrer et lors de leur troisième rencontre en 1987, ils vont signer un accord déjà pour éliminer tous les missiles nucléaires qui sont en Europe. Et c'est la première fois qu'on parle de désarmement. Donc on sent déjà à partir de 1985 que l'ambiance n'est plus la même et qu'il y a une volonté de réduire ces armes qui ont été vraiment, souviens-toi, au cœur de la guerre froide à de nombreuses reprises depuis des années. Et dans le même temps, Mikhail Gorbatchev, toujours lui, donc, va imaginer une nouvelle politique pour sortir son pays de la crise. Et alors, cette politique, elle se résume par deux mots. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas des mots très faciles puisque ce sont des mots russes, mais ce serait bien que tu les retiennes. Le premier de ces mots, c'est perestroïka. Je l'écris ici. Perestroïka. Voilà, mais perestroïka, hein, normalement c'est même un itrema, en russe ça veut dire restructuration, changement, bref, c'est une politique en gros qui autorise la petite entreprise privée et puis qui va rendre la terre aux paysans par exemple. Alors, tout ça c'était inimaginable dans un système communiste, rappelle-toi, où tout est géré par l'État. Voilà. Et puis la deuxième très grande réforme qui porte le nom de Glasnost, voilà, Glasnost, Glasnost en russe, ça veut dire transparence. Et en gros, ça veut dire mettre de la transparence sur les libertés individuelles, libérer des prisonniers politiques, autoriser la presse à publier des articles de manière libre. Tu vois, ça sous-entend que c'était une réalité, que le système soviétique avant Gorbatchev était pas du tout transparent, au contraire, il était complètement opaque. Hein, l'information provenait de la presse officielle, au service de l'État. Tous ceux qui osaient critiquer ou qui auraient eu l'idée de créer un parti politique étaient emprisonnés. Bref, hein, donc voilà ce que signifie ça. Donc tu comprends à quel point ça veut dire un changement fondamental à l'intérieur de l'URSS. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ qui va donc enclencher la guerre froide. Mais il faut quand même comprendre autre chose pour être capable finalement de comprendre l'enchaînement des événements entre 1985 et 1991. Donc
on va faire une petite parenthèse pour revenir un petit peu sur à quoi ressemble l'Europe au temps de la guerre froide, et puis également à quoi ressemble l'URSS. Et je vais essayer de t'expliquer ça très simplement en 2 minutes à travers 2 cartes, tout simplement. Alors, tu vois, la première, c'est tout simplement une carte de l'Europe. Ici, on a donc l'URSS. Tiens, je le mets en rouge même, voilà. Ici, on a ce fameux rideau de fer que je suis en train de repasser en rouge, tu vois, du nord au sud, qui sépare l'Europe entre la partie bleue sous l'influence des États-Unis et la partie en rose rouge ici sous l'influence de l'URSS. Et on va voir que dans ce contexte donc de libéralisation, beaucoup de pays de l'Europe centrale et orientale, la Pologne ici par exemple, la République démocratique allemande, où il y a Berlin, sur laquelle je viens de passer, mais aussi la Hongrie et puis la Roumanie, vont essayer de profiter de l'occasion justement pour prendre leur distance avec leurs voisins soviétiques, qui, il faut l'avouer quand même, étaient bien encombrants. Donc ils vont mettre la pression, en clair, pour couper les liens avec l'URSS. Et c'est ainsi, par exemple, que la Hongrie va décider d'ouvrir ses frontières avec l'Autriche ici, et que, à partir de 1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin, eh bien, beaucoup d'habitants de la zone sous l'influence soviétique, et pas seulement des Hongrois, vont en profiter pour passer ici en Europe de l'Ouest. Et puis c'est ça aussi qui va expliquer la situation à Berlin en 1989, puisque Mikhail Gorbatchev, depuis Moscou, va se rendre à Berlin-Est, bien sûr, côté communiste, quelques semaines avant la chute du mur de Berlin, et en clair, il va dire aux Allemands, ce qui se passe chez vous, c'est votre problème, en tout cas, l'URSS ne va pas intervenir s'il se passe quoi que ce soit. Et donc ça va libérer les Allemands qui vont, dans un élan populaire, ordonner, imposer en clair, par leur force du nombre, l'ouverture de ce mur de Berlin. Et la deuxième carte, tu le vois, c'est tout simplement, cette fois-ci, une carte de l'URSS. Alors pourquoi une carte de l'URSS? Imagine-toi bien que tous les pays qui sont coloriés ici de différentes couleurs, ce ne sont pas des pays en fait, ce sont des républiques qui appartiennent à l'URSS. Je rappelle que URSS, ça veut dire Union socialiste soviétique, enfin USSR, pardon, puisque là c'est pas écrit en français. En français on dit Union des républiques R socialistes soviétiques. Donc le R de république désigne ces différentes entités ici qui sont coloriées de couleurs différentes. Alors la plus grande, on le voit ici, depuis la Sibérie jusqu'aux confins de l'Europe, eh bien c'est la Russie. Voilà, donc la Russie est une des républiques de l'URSS, celle qui contrôle un petit peu les autres, mais il y a, tu le vois, ici en Asie centrale, tout un tas de républiques, et puis ici en Europe centrale aussi, d'autres républiques qui sont soumises à l'influence de la Russie, et qui, tout comme les pays dont on parlait il y a quelques minutes en Europe centrale, vont profiter finalement de l'allègement de la politique de Gorbatchev ici en Russie pour prendre leur autonomie. Et une à une, en clair, à partir de 1990, en commençant ici par les États baltes, eh bien, toutes ces républiques vont proclamer leur indépendance entre 1990 et 1991. Et donc, puisque toutes ces républiques sont indépendantes, excuse-moi pour cette petite interruption, je disais donc, puisque toutes ces républiques deviennent indépendantes, et du coup, Mikhail Gorbatchev, qui était le dirigeant de l'URSS, devient dirigeant tout simplement de quelque chose qui n'existe plus. Voilà, la Russie devient indépendante, toutes les républiques le sont. Voilà pourquoi, comme tu le vois sur cette image, le 25 décembre 1991, et oui, le jour de Noël, Mikhail Gorbatchev, c'est toujours lui, s'adresse au peuple dans un message télévisé. Il annonce purement et simplement la fin de l'URSS et donc de fait sa démission. Et donc la fin de l'URSS, c'est tout simplement la fin de la guerre froide. Voilà. Donc cette guerre froide, elle s'achève avec ce discours de Gorbatchev. Et puis on reparlera très bientôt de ce qui se passe après, parce que l'histoire ne s'arrête pas là pour autant. Je te remercie pour ton attention. Ah non, pardon, j'oubliais quelque chose. Je voulais te proposer un exercice complémentaire pour aller un petit peu plus loin. Tu vas dans ton manuel, page 158, 159. Tu vas trouver tout un dossier qui s'appelle Vivre à l'Est, Vivre à l'Ouest, où on te propose, sous la forme d'une enquête, de découvrir un certain nombre d'œuvres artistiques en particulier, puis de discours aussi, qui font référence à tout ce qu'on vient de dire.
Et je t'invite en particulier, assez fortement, à regarder ce qu'il y a écrit, page 159, euh, où on te propose de découvrir le mode de vie dans le bloc de l'Estre et de débattre de tout cela. Tu as sur le site du livre scolaire, donc de ton manuel, une visite virtuelle d'un appartement de Berlin-Est qui a été reconstitué. Tu peux écouter une chanson aussi qui s'appelle West Side Story, enfin qui vient d'un film, pardon, qui s'appelle West Side Story. La chanson s'appelle America. Tu retrouveras tout ça sur le site du livre scolaire, donc je t'invite fortement à t'y intéresser et éventuellement à rédiger un petit paragraphe, un petit texte, ou même carrément faire l'ensemble de l'activité qui est proposée et de me l'envoyer. Alors ce ne serait pas évalué bien sûr, mais je le regarderai quand même et puis je te répondrai à titre personnel. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.